L'image est sombre, feutrée. On entend le tic-tac régulier d'une horloge mécanique. Un son lourd, presque oppressant. La caméra s'approche lentement d'un homme assis dans un fauteuil en cuir, entouré de livres et de schémas gribouillés sur un tableau noir. C'est Dick. Il a ce regard malicieux, un peu fatigué mais pétillant d'intelligence. Il manipule une vieille montre à gousset, d'une voix calme, presque confidentielle. « Dick, est-ce que ce ne serait pas merveilleux si on pouvait revenir en arrière ? C'est une question qu'on me pose tout le temps. On me la pose avec un mélange d'espoir et de mélancolie dans les yeux. Les gens repensent à cette erreur stupide, à ce mot qui a dépassé leurs pensées, à ce pari qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils se disent « Si seulement je pouvais remonter l'horloge de 5 petites minutes, juste 5, je pourrais tout réparer. » Il sourit tristement et pose la montre sur la table. C'est un sentiment profondément humain. C'est même un beau sentiment, si on y réfléchit. Ça prouve qu'on tient aux conséquences. Ça prouve qu'on veut que les choses soient justes, que le monde soit bien rangé. Mais l'univers est un professeur bien plus rude que nous. Il ne se soucie pas de nos regrets. Il n'en a que faire de nos états d'âme ou de nos cœurs brisés. Lui, il ne s'occupe que des règles. Et les règles du jeu sont d'une rigueur absolue. Dick se lève et s'approche du tableau noir. Il trace une ligne droite et sèche. J'ai passé ma vie entière à observer ces règles, à jouer avec elles, à essayer de trouver le fil lâche dans la tapisserie, celui sur lequel on pourrait tirer pour défaire le nœud. Et quand on regarde le problème du temps, quand on le regarde vraiment, on découvre quelque chose de saisissant. Pas avec les yeux d'un scénariste de Hollywood qui cherche une pirouette dramatique, mais avec les yeux d'un physicien. Et la vérité, la voici. La porte vers le passé n'est pas simplement verrouillée. Ce n'est même pas une porte. C'est un mur. Un mur massif, impénétrable, construit par la structure même de la réalité. Il se tourne vers la caméra, le ton devient plus ferme, plus direct. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est le premier principe de la science, n'est-ce pas ? Vous ne devez pas vous tromper vous-même. Et le problème, c'est que vous êtes la personne la plus facile à tromper. On se berce de l'illusion que le temps est comme une rivière. On se dit que si on nageait assez fort, si on avait un moteur assez puissant, on pourrait remonter le courant. Mais le temps n'est pas une rivière. C'est une flèche. Et cette flèche n'a qu'une seule pointe. Analogie visuelle. Dick s'approche d'une petite table sur laquelle est posée une tasse de café en porcelaine magnifique, fumante. Prenons quelque chose de simple, de quotidien. Une tasse de café. Regardez-la bien. Elle est ordonnée, entière, fonctionnelle. Maintenant, regardez ce qui se passe si je la pousse juste un peu vers le bord. Le café tache un tapis blanc immaculé, les morceaux volent partout. Smash, l'anse est brisée, le liquide est partout, les éclats sont dispersés. Vous venez de voir cet événement, il a eu lieu, vous en êtes les témoins. Mais est-ce que vous avez déjà vu cela se produire en sens inverse ? Avez-vous déjà vu la tache brune se décoller du tapis, se rassembler en un liquide parfait, sauter dans les airs pour retourner dans la tasse, pendant que les morceaux de céramique s'envolent du sol pour fusionner sans la moindre fissure avant de se poser délicatement sur la table. Non, vous ne l'avez jamais vu, et je peux vous dire avec une certitude absolue, vous ne le verrez jamais. Pourquoi ? Est-ce qu'il existe une loi de la physique qui interdit aux atomes de bouger dans l'autre sens ? En fait, non. C'est là que ça devient fascinant. Si vous prenez les équations du mouvement pour un seul atome, elles fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Si vous filmez une bille de billard qui en frappe une autre, et que vous passez le film à l'envers, ça a l'air parfaitement naturel. Les lois de Newton s'en moquent. Mais quand vous avez des milliards et des milliards d'atomes, quand vous passez de la bille de billard à la tasse de café, quelque chose d'autre prend le dessus. Le chaos s'invite à la fête, le désordre s'installe. Nous appelons cela l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, et c'est elle, le véritable shérif de l'univers.
Elle décrète que les choses passent toujours de l'ordre au désordre. Toujours. La tasse sur la table était ordonnée. Les morceaux écrasés sur le sol sont désordonnés. Il n'y a qu'une poignée de façons pour que la tasse soit entière, mais il y a un nombre infini de façons pour qu'elle soit brisée. Et la nature adore les options infinies. La nature adore le bazar. Il regarde la tache sur le tapis. Pour revenir dans le passé, pour inverser cet événement, il faudrait convaincre chaque atome de porcelaine, chaque molécule d'air qui a vibré sous le choc, chaque photon de chaleur qui s'est échappé du café, de faire demi-tour et de reprendre sa formation initiale. Vous devriez inverser l'entropie de l'univers tout entier. Et l'univers est têtu. Il aime son désordre. Il aime voir ses étoiles se consumer et sa chaleur se disperser. Nous sommes en train de chuter à travers le temps, depuis un état de haute organisation, le Big Bang, vers un état de désordre total. Vous ne pouvez pas arrêter la chute, et vous ne pouvez certainement pas tomber vers le haut. Alors, avant même qu'on commence à construire une machine, la flèche du temps nous plante un panneau en plein visage. Sens interdit, entrée interdite, rue à sens unique. Dick s'assoit sur le rebord de son bureau, un sourire en coin. Il s'adresse directement au spectateur, le pointant du doigt. Mais admettons que vous soyez têtu. J'aime les gens têtus. C'est avec cette obstination qu'on finit par percer les secrets de l'atome. Vous me dites, écoute Dick, je me fiche de ta tasse de café, je me fiche de ton entropie et de tes morceaux de céramique. Moi, ce que je veux, c'est retourner 10 minutes en arrière. Je veux juste ne pas avoir dit cette chose incroyablement stupide à mon patron. C'est tout ce que je demande. Bon, très bien, jouons le jeu. Regardons le problème, mais pas comme un gamin qui rêve devant un film de science-fiction. Regardons-le avec de la géométrie, de la vraie. Imaginez votre machine. C'est une boîte. Un habitacle chromé avec des cadrans et un gros bouton rouge. Vous montez dedans, vous réglez le curseur sur -10 minutes et vous appuyez. Vous vous attendez à sortir de la boîte et à vous retrouver dans votre bureau, n'est-ce pas? Juste avant le désastre. Dick se lève brusquement et commence à faire les 100 pas, de plus en plus animé. C'est là que vous faites une erreur fondamentale. Vous voyez, nous vivons sur une scène de théâtre, mais cette scène n'est pas immobile dans le vide. Elle bouge. Et elle bouge à une vitesse qui dépasse l'entendement. En ce moment même, alors que vous êtes assis dans votre fauteuil, vous avez l'impression d'être immobile. C'est une illusion. La Terre sur laquelle vous reposez tourne sur elle-même. À l'équateur, elle file à 1600 km/h. Mais ce n'est qu'un échauffement. Cette même Terre orbite autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de 107 000 km/h. Il s'arrête et fixe la caméra, les sourcils haussés. Et le Soleil? Il ne reste pas là à nous attendre. Il entraîne tout le système solaire. Vous, moi, votre bureau, votre tasse de café, dans une course folle autour du centre de la galaxie, à près de 800 000 km/h. Et la galaxie elle-même? Elle fonce à travers l'univers à plus de 2 millions de km/h. Maintenant, reprenons votre petite expérience. Vous êtes dans votre boîte. Vous remontez le temps de 10 minutes. Vous voyagez à travers le temps, mais... Et c'est là que le piège se referme. Vous ne voyagez pas à travers l'espace. Vous restez aux mêmes coordonnées spatiales. Problème, il y a 10 minutes, la Terre n'était pas ici. En 10 minutes, la Terre a parcouru près de 18 000 km sur son orbite. C'est presque 1,5 fois son propre diamètre. Il mime une explosion avec ses mains. Vous ouvrez la porte de votre machine, confiant, prêt à sauver votre carrière. Et vous ne tombez pas dans votre bureau. Vous tombez dans le vide absolu, le vide intersidéral. En une fraction de seconde, l'air s'échappe de vos poumons. Le sang se met à bouillir dans vos veines à cause de la chute de pression. Vous étouffez, vous gelez. Vous mourrez. Hollywood oublie toujours ce petit détail insignifiant. Il pense que l'espace et le temps sont 2 tiroirs séparés dans une commode. Il pense qu'on peut ouvrir le tiroir temps et fouiller dedans sans déranger le tiroir espace. Mais Einstein nous a appris une leçon bien plus profonde. Ce n'est pas séparé, c'est une seule et même étoffe, l'espace-temps. Il dessine une grille déformée sur le tableau.
Pour voyager dans le passé et atterrir exactement là où vous étiez, vous devriez calculer la position précise de la Terre dans le passé. Mais attendez, position par rapport à quoi? Par rapport au Soleil? Il a bougé lui aussi. Par rapport au centre de la galaxie? Elle a bougé aussi. Il n'y a pas d'encre dans l'univers, il n'y a pas de crochet magique auquel vous pouvez vous agripper en disant « Garde-moi cette place précise pendant que je fais un saut en arrière ». Tout dérive, tout s'enfuit, tout est en mouvement relatif. Essayer de viser la Terre d'il y a 10 minutes, c'est comme essayer de tirer une balle depuis un manège qui tourne à toute allure pour toucher une mouche posée sur un train à grande vitesse situé à 5 km de là. La précision requise n'est pas seulement difficile, elle est physiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de grille absolue, pas de repère fixe universel sur lequel mesurer votre trajectoire. Votre machine à remonter le temps n'est pas un véhicule, c'est un arrêt de mort. C'est un aller simple pour le cimetière cosmique. Il soupire, s'essuie les mains pleines de craie. C'est un problème de logistique, vous me direz. On pourrait peut-être calculer la trajectoire. Mais le problème est bien plus profond que la simple navigation. Le problème, c'est la vitesse elle-même. C'est la limite ultime que la nature a imposée à tout ce qui existe. Parlons un peu de cet agent de circulation cosmique qui nous empêche de doubler le présent. Dick s'assoit lourdement dans son fauteuil, frotte ses mains l'une contre l'autre, comme s'il s'apprêtait à déballer un cadeau complexe. Il vous fixe, un sourcil levé, avec ce petit sourire de défi. « Bon, je vous vois venir. Vous êtes là, assis derrière votre écran, et vous vous dites « D'accord, Dick, t'as gagné pour la géographie. Ma machine à remonter le temps a besoin d'un GPS galactique ultra performant. Je vais engager les meilleurs ingénieurs, on va calculer la dérive de la Voie lactée, l'orbite solaire, la précession terrestre. On va viser le bon centimètre carré dans le passé. Admettons, vous avez résolu le problème de la chute dans le vide. Mais là, vous allez vous cogner contre un mur bien plus solide que le vide spatial. Vous allez faire la connaissance du policier le plus intraitable de toute la création, l'agent de circulation cosmique. Il se lève et dessine un grand cercle sur le tableau noir, avec un C majestueux au centre. On sait, grâce à ce cher Albert, que le temps n'est pas ce métronome rigide que nous imaginons. Le temps est flexible, il est élastique, il s'étire, il se contracte, il se tord. C'est la relativité. Si vous allez vite, je veux dire vraiment vite, une fraction significative de la vitesse de la lumière, votre temps à vous commence à ralentir par rapport à celui de ceux qui sont restés immobiles. Il s'approche de la caméra, le ton devient presque conspirateur. C'est une forme de voyage dans le temps. Et elle est tout à fait réelle, on l'a mesurée. Les horloges atomiques dans les avions reviennent avec un minuscule décalage. Si vous montiez dans une fusée capable de frôler la vitesse de la lumière, que vous faisiez un petit tour de 10 ans autour d'un trou noir avant de revenir, vous pourriez débarquer sur Terre et découvrir que 1000 ans se sont écoulés. Vos amis seraient de la poussière, vos erreurs de jeunesse seraient oubliées depuis des siècles, et vous seriez toujours aussi fringant. Il marque une pause dramatique, puis lève un doigt sec. Mais attention, c'est un billet sans retour. C'est un bouton « Avance rapide » sur la télécommande de l'univers. Vous pouvez voir le futur, vous pouvez même y vivre, mais vous ne pouvez jamais, au grand jamais, revenir nous raconter ce que vous avez vu. Pour faire marche arrière sur la pellicule du temps, les mathématiques sont formelles. Il faudrait dépasser la vitesse de la lumière. Dick retourne à son tableau et commence à gribouiller des équations avec frénésie. La craie crisse sur le support. Et c'est là que la nature se lève et dit « Stop ! Rien de ce qui possède une masse ne peut atteindre cette vitesse limite. Pas un vaisseau spatial de la taille de l'Empire State Building. Pas un petit électron. Pas même un seul grain de sable. Pourquoi ? Parce que plus vous allez vite, plus vous devenez lourd. Enfin, pas lourd au sens où vous auriez besoin d'un régime, mais votre énergie se transforme en masse. C'est le fameux E égale mc au carré. Il tape du poing sur le tableau. Imaginez que vous essayez de pousser une voiture. Au début, c'est facile. Elle accélère. Mais plus elle va vite, plus elle devient massive.
elle pèse soudain le poids d'un camion, puis d'une montagne, puis d'une planète entière. Pour la faire passer de 99,9% à 100% de la vitesse de la lumière, il vous faudrait pousser une masse infinie. Et pour pousser une masse infinie, il vous faudrait une énergie infinie. Il s'arrête, essoufflé, et vous regarde intensément. Réfléchissez bien à ce mot, infini. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas toute l'énergie contenue dans le Soleil. Ce n'est pas toute l'énergie de la galaxie. C'est infini. Ça signifie qu'il n'y a pas assez de jus dans le cosmos tout entier, du premier cri du Big Bang jusqu'à la mort thermique de l'univers, pour pousser un seul de vos atomes au-delà de cette ligne interdite. La vitesse de la lumière n'est pas juste un record à battre, c'est une barrière logique intégrée dans le code source de la réalité. Il s'assoit sur le coin de son bureau, un peu plus calme, la voix plus basse. Pourquoi l'univers a-t-il mis ce garde-fou ? Pour protéger le passé. La lumière, c'est l'information. C'est l'image du maintenant qui s'enfuit dans l'espace. En vous interdisant d'aller plus vite qu'elle, l'univers s'assure que vous ne pourrez jamais doubler votre propre reflet, que vous ne pourrez jamais rattraper le hier qui s'est déjà échappé. Vous êtes condamné à rester derrière la vague. Il regarde ses mains, l'air pensif. Mais vous savez, ce qui me tracasse vraiment, ce qui m'empêche de dormir quand je jongle avec ces équations tard le soir, ce n'est pas seulement cette barrière de vitesse. Ce n'est pas l'énergie manquante. C'est quelque chose de bien plus tordu. C'est la logique. La nature peut être étrange, elle peut être quantique, elle peut être probabiliste, mais elle est désespérément cohérente. Elle ne supporte pas de se contredire. Une chose ne peut pas à la fois être et ne pas être. Il se redresse, un éclat malicieux dans les yeux. Et c'est là que le voyage dans le temps devient une véritable usine à cauchemars. Vous avez entendu parler du paradoxe du grand-père ? Bien sûr que oui, tout le monde le connaît, mais l'avez-vous vraiment analysé avec la rigueur d'un logicien ? Parce que si vous ouvrez cette boîte-là, c'est toute la structure de la réalité qui commence à se fissurer sous vos pieds. Il fait un geste de la main, invitant au silence. Chut, écoutez bien, parce qu'on va entrer dans la partie où votre cerveau va essayer de s'échapper par vos oreilles pour ne plus avoir à réfléchir à ce qui va suivre. On va parler de la raison pour laquelle l'univers déteste les boucles. Dick se penche en avant, les coudes sur les genoux, ses yeux fixés sur l'objectif comme s'il essayait de lire dans vos pensées. Il ramasse un petit morceau de craie et commence à le faire tourner entre ses doigts. Alors, parlons-en de ce fameux grand-père. C'est la star de tous les films de science-fiction, le cauchemar des scénaristes et le casse-tête préféré des étudiantes en physique. Vous connaissez la chanson, vous remontez dans le temps, vous rencontrez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère, et, pour une raison que j'ignore, car les voyageurs temporels ont l'air d'avoir des pulsions assez sombres, vous l'éliminez. Il lève les mains en signe d'impuissance. Et là, boum, le bug. Si votre grand-père meurt, votre père ne naît jamais. Si votre père ne naît jamais, vous ne naissez jamais. Et si vous ne naissez jamais, vous ne pouvez pas construire de machine à remonter le temps. Et si vous ne construisez pas de machine, vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour tuer votre grand-père. Donc il survit. Donc votre père naît. Donc vous naissez. Donc vous repartez le tuer. On tourne en rond. C'est une boucle sans fin. Un court-circuit dans la trame du réel. Certains appellent ça un paradoxe. Moi j'appelle ça une usine à non-sens. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise en étudiant les atomes et les galaxies, c'est que la nature a horreur du non-sens. Elle peut être bizarre, elle peut être totalement contre-intuitive. Croyez-moi, la mécanique quantique ferait passer un trip sous acide pour une conférence de comptabilité. Mais elle reste logique. Elle est cohérente avec elle-même. Il se lève et commence à dessiner 2 points sur le tableau, A et B, reliés par une flèche. La règle d'or, c'est la causalité. La cause doit précéder l'effet. L'allumette doit être grattée avant que le feu ne brûle. Le verre doit tomber avant qu'il ne se brise. Si vous inversez l'ordre, si vous permettez à l'effet de devenir sa propre cause, vous ne détruisez pas seulement une chronologie, vous détruisez la structure même de la logique. C'est comme essayer de dessiner un cercle carré.
Ce n'est pas que vous n'avez pas le bon crayon ou assez de talent, c'est que le concept lui-même est une impossibilité sémantique. C'est du bruit, pas de l'information. Il s'arrête et prend un téléphone portable sur son bureau. Imaginez que vous ayez un téléphone capable d'appeler le passé. Un gadget fantastique, n'est-ce pas? Vous appelez votre vous d'il y a 5 minutes et vous lui dites « Hé Dick, ne décroche pas le téléphone quand il va sonner dans 2 secondes ». Si vous m'écoutez et que vous ne décrochez pas, alors je n'ai jamais pu vous donner l'ordre de ne pas décrocher. Et si je n'ai jamais donné l'ordre, alors vous avez décroché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que l'univers explose? Est-ce que l'écran de la réalité devient tout bleu avec un message d'erreur de Microsoft? Il rit doucement et repose le téléphone. Beaucoup de gens, pour s'en sortir, vous diront « Ah, mais Dick, peut-être que l'univers bifurque. Peut-être que tu crées une nouvelle branche, un multivers où ton grand-père est mort et un autre où il est vivant. » Il fait une grimace de dédain, presque comique. Laissez-moi vous dire une chose, c'est de la triche. C'est une pirouette intellectuelle pour fuir le problème au lieu de le résoudre. C'est s'enfuir dans un pays imaginaire de mondes infinis parce qu'on n'arrive pas à gérer la physique de celui-ci. Dans l'univers que nous habitons, celui où nous respirons et où nous tombons amoureux, l'information doit être consistante. On ne peut pas avoir une information qui détruit sa propre origine. C'est une loi de conservation bien plus stricte que celle de l'énergie, la loi de la conservation du sens. Son ton devient plus grave, plus posé. L'univers autorise des choses incroyables. Il autorise l'intrication, où 2 particules communiquent instantanément à l'autre bout de la galaxie. Il autorise l'effet tunnel, où un électron traverse un mur comme un fantôme. Il autorise la superposition, où une particule est à 2 endroits à la fois. Mais il n'autorise pas le non-sens. Il ne permet pas à une chaîne de causalité de se mordre la queue. Il s'approche de nouveau du tableau et efface tout d'un grand coup de brosse, laissant une traînée de poussière blanche. Et cela nous amène à la vérité la plus dure de toutes, celle qui n'est pas une question d'équation, mais une question d'existence pure. C'est la vérité qui nous dit que nous sommes, en quelque sorte, des prisonniers. Mais attention, pas des prisonniers d'une cellule étroite et sombre. Nous sommes les passagers d'une crête de vagues qui déferle vers l'inconnu. Il regarde la craie dans sa main. Nous sommes coincés dans le maintenant. Nous chevauchons cette frontière infime entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Et on ne peut jamais se retourner pour voir l'océan derrière nous. Pourquoi? Parce que l'océan a disparu. Le passé n'est pas un endroit que vous pouvez visiter, comme Paris ou la Lune. Ce n'est pas une destination géographique cachée quelque part dans les replis de la 4e dimension. Il souffle sur la poussière de craie qui s'envole. Hier a été dissous, il a été consommé par l'entropie d'aujourd'hui. Les atomes qui composaient votre corps il y a 10 minutes ont bougé, ont vibré, ont rayonné de la chaleur. La réalité physique de votre passé s'est évaporée dans le présent. Le passé n'existe plus que sous forme de motifs, des neurones dans votre cerveau, de l'encre dans un livre, des photons voyageant vers les étoiles. Mais la structure, elle, a été démontée pour construire la seconde suivante. Il vous regarde avec une empathie sincère. Vous pourriez trouver ça triste. Vous pourriez vous dire « Quelle prison! Je suis coincé dans cet instant qui s'enfuit, incapable de réparer mes erreurs ou de revivre mes joies. » Mais attendez, regardez-le sous un autre angle. Parce que c'est là que la physique rejoint la poésie et que le mur devient, soudain, une bénédiction. Dick se lève lentement et s'approche de la fenêtre de son bureau. Dehors, le soleil commence à décliner, jetant de longues ombres dorées sur les arbres. Il observe une feuille qui se détache d'une branche et tournoie avant de toucher le sol. Il se retourne vers vous, le visage baigné par cette lumière de fin de journée. Vous m'avez écouté parler de murs, de shérifs tyranniques comme l'entropie, de limitations de vitesse cosmique et de paradoxes qui brisent la tête. Et je parie qu'une partie d'entre vous ressent une pointe de tristesse. Vous vous dites peut-être « Dick, tu es en train de nous dire que nous sommes enfermés, que nous sommes les prisonniers d'un présent minuscule, coincés entre un passé qui s'efface et un futur qu'on ne peut pas aller voir d'avance. »
Il hoche la tête avec une profonde empathie, puis un sourire radieux illumine son visage. Mais je vais vous dire un secret. C'est précisément cette prison qui donne tout son prix à votre existence. Imaginez un instant que je me sois trompé. Imaginez que nous ayons cette machine, que vous puissiez retourner en arrière, effacer cette dispute, corriger cette erreur, placer le bon pari, dire le mot juste. À première vue, c'est le paradis. Mais regardez de plus près. Il s'approche du tableau et prend un morceau de craie neuve. Il commence à écrire, mais s'arrête avant que la craie ne touche la surface. Si vous pouviez tout effacer, si vous pouviez actionner le bouton « Undo » de la réalité à chaque fois que les choses ne vous plaisent pas, alors plus rien n'aurait de poids, absolument rien. Ce moment précis, ici et maintenant, ce battement de cœur, cette respiration, cette pensée qui traverse votre esprit, tout cela ne serait qu'un brouillon. Une répétition générale. Pourquoi s'appliquer à vivre si on peut recommencer la scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite ? Il lâche la craie qui roule sur la table. La perfection est une chose morte. Ce qui est beau, c'est ce qui est rare. Et ce qui est rare, c'est ce qui ne se produit qu'une seule fois. L'univers nous fait un cadeau inestimable en nous interdisant le retour en arrière. Il nous dit « Fais attention, regarde bien, écoute vraiment ». Il nous dit que nos actions ont des conséquences qui ricochent jusqu'aux confins du temps. Nous ne sommes pas en train d'écrire notre vie au crayon à papier, avec une gomme toujours prête à intervenir. Nous l'écrivons à l'encre permanente. Il mime le geste d'écrire dans les airs. Chaque ligne que vous tracez est définitive. Vous ne pouvez pas gommer, mais vous pouvez écrire la ligne suivante. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Vous n'êtes pas les victimes de la flèche du temps. Vous en êtes les architectes. La flèche du temps est ce qui permet à l'histoire d'exister. Sans elle, l'univers serait une photographie figée, une galerie d'art éternelle mais immobile. C'est grâce à l'entropie que les étoiles brillent. C'est grâce à la dissipation de la chaleur que vos neurones peuvent s'activer et que vous pouvez ressentir de l'amour ou de la curiosité. Il s'adosse à son bureau, les bras croisés, l'air paisible. Alors, quand vous regarderez les étoiles ce soir, ou quand vous repenserez à ces erreurs qui vous hantent, ne souhaitez pas une machine à remonter le temps. Ne demandez pas à l'univers de briser ses lois pour votre confort. Ces erreurs, ces cicatrices, ces moments de honte ou de douleur, ils font partie de la trame. Ils sont les fibres mêmes de la structure de votre réalité. Ils vous ont sculpté. Ils font de vous un être qui a une histoire, et non un simple algorithme capable de se réinitialiser. Il s'approche très près de la caméra. Son regard est direct et perçant, mais plein de chaleur. Admirez la beauté du mécanisme. Voyez comment la vitesse de la lumière nous connecte à l'immensité du cosmos tout en nous gardant humbles. Voyez comment l'impossibilité de revenir en arrière nous force à grandir, à changer, à devenir chaque jour une version inédite de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas retourner en arrière, et franchement, je ne le voudrais pour rien au monde. Le mystère ne se cache pas derrière nous, dans les cendres de hier. Il est devant nous, dans le brouillard de demain. Il tend la main vers l'objectif, comme pour vous inviter à le suivre. C'est l'inconnu qui rend la science et la vie dignes d'être vécues. Alors, continuons d'avancer. C'est le seul chemin que l'univers nous autorise, et après avoir passé ma vie à étudier ses règles, je peux vous garantir une chose, il sait exactement ce qu'il fait. Le maintenant est tout ce que nous avons.